Bonjour tout le monde. En fait, merci à Michel parce que Michel regroupe, en fait, toute sa présentation, c'est vraiment très en lien avec ce que j'ai envie de vous dire. Puis je ferai le pont aussi pour dire que les gens qui habitent la rue, ils sont pas que en survie, ils sont en vie aussi. Donc, de considérer la notion de l'habiter, c'est de considérer l'individu en soi. Donc, je commence comme ça, puis je tiens aussi à souligner ton voisin qui vit dehors, c'est quand même ton voisin. Donc, je vous amène à réfléchir à cette citation-là, qui est une photo de Virginie Larivière. Donc, c'est un graffiti à Montréal qui a été dernièrement là, très publicisé. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter, en fait, les résultats de ma thèse. C'est une recherche qui a été faite par, pour et avec les personnes qui habitent la rue. Donc, ils ne sont pas ici présents, mais on va les amener à travers cette présentation-là. Cette présentation-là fait vraiment écho avec Michel, mais moi, je vais présenter le cercle de l'invisibilité. Le cercle de l'invisibilité, ça va nous permettre de vraiment comprendre les conditions de vie des personnes qui habitent la rue, mais aussi les tensions qui sont véhiculées dans nos sociétés en lien avec leur présence dans l'espace public. Donc, habiter la rue, souvent, nos discours projettent le fait qu'on a suffisamment de ressources pour héberger les personnes qui habitent la rue. Ce qui fait en sorte qu'on finit par souvent réduire notre empathie ou notre compréhension de les voir dans la rue. Cette incompréhension-là va créer des tensions. Par contre, c'est pas parce qu'il y a un lit de disponible que c'est un lit qui est accessible. Donc, la première dimension du cercle de l'invisibilité, c'est le non-recours aux ressources d'hébergement et ça doit être vu de façon systémique et non individuelle parce qu'il y a beaucoup de barrières structurelles qui font en sorte que les gens se retrouvent à habiter la rue. Une des notions qui ressort beaucoup du projet de recherche, c'est la vocation transitoire. C'est une bonne vocation, mais souvent on tend vers la vocation transitoire qui est de stabiliser et d'intégrer les personnes qui habitent la rue, tandis que la notion d'urgence, c'est vraiment de répondre aux besoins immédiats d'avoir un toit pour dormir. Donc, cette vocation-là va faire en sorte que ça va déstabiliser un peu les ressources disponibles et donc limiter les personnes qui habitent la rue à trouver une ressource adaptée pour leurs besoins. Donc, bien sûr, il y a différentes barrières organisationnelles au niveau de l'accès, aussi environnemental, et il y a les mesures d'exclusion qu'il faut vraiment remettre en question le plus possible pour essayer de réduire les enjeux d'exclusion dans les ressources d'hébergement. Quand on parle de non-recours, en fait, malgré tous les efforts, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui se retrouvent dans la rue. Il existait il y a 20 ans, il existe en nombre indéfini maintenant partout au Québec. Donc, c'est un enjeu de crise sociale, un enjeu de crise de droit, selon moi. Donc, les campements sont vraiment la conséquence du non-respect du droit au logement, entre autres, et ça fait en sorte que leur tente ou leur abri va servir de chez-soi, une prolongation d'un chez-soi. En fait, ça va devenir une dernière option. Ça va devenir un dernier recours, mais aussi un semblant de chez-soi. Et donc, ils vont se créer des liens d'appartenance dans leur communauté. Ils vont s'approprier de leur habitat aussi pour justement augmenter leur confort, augmenter leur stabilité. Ils vont aussi posséder des articles qui vont vraiment améliorer leur bien-être, par exemple pour pouvoir se cuisiner des repas durant les fins de semaine où il n'y a pas de service d'alimentation, par exemple, pour les personnes en situation d'itinérance. Et donc, ils vont aussi se trouver un semblant de stabilité qui va permettre justement un meilleur sommeil, une meilleure sécurité, parce que quand tu déménages, moi, je sais, quand je déménage, je suis super insécure. Donc, ces gens-là déménagent des fois 2, 3, 4 fois par semaine ou même plus. Donc, ça augmente le sentiment de sécurité de pouvoir rester dans le même endroit. Et par-dessus tout, ça nous permet aussi de
je parle au nous, mais ça permet de tisser des liens vraiment solides avec la communauté, des liens qui font vraiment une différence. Donc, la troisième dimension, c'est vraiment les actions et la répression. C'est sûr que habiter la rue, c'est vraiment de se créer un monde à soi entre l'interdit et l'intolérance. Donc, on veut habiter, on veut exister, on veut vivre, mais on ne nous le permet pas. Et donc, il y a des tensions idéologiques dans la société, en fait, qui fait en sorte que si on adapte les espaces publics, on risque de visibiliser beaucoup trop l'itinérance d'un côté et de l'avoir installée de façon durable, ce qu'on ne veut pas voir. Donc, de l'autre côté, la tension, c'est de continuer à rendre les espaces répressifs. Bien, de l'autre côté, c'est nier l'humanité, c'est nier les droits des personnes qui habitent. On ne parle pas de tente, on parle d'humains comme moi et toi. Donc, j'ai en fait mieux identifié des réactions dans la communauté parce que c'est pas que de l'intolérance. Il y a aussi un semblant de stabilité ou d'acceptabilité qui peut se créer dans l'espace public. Donc, c'est les différentes réactions qu'on peut engendrer avec les différentes conséquences. Quand on parle d'acceptabilité, ben, on parle de mettre en place des ressources ou des aménagements qui vont mieux répondre aux besoins. Par exemple, des toilettes, les rendre accessibles. Cette stabilité-là, comme je l'ai dit, ça permet de créer des liens importants, mais ça leur permet aussi d'avoir un sentiment de sécurité et une routine qui est beaucoup plus favorable pour justement faire des démarches, par exemple. Donc, ça devient un facteur de protection parce que les gens se sentent considérés, se sentent vraiment entendus et respectés. À l'inverse, quand on tombe dans la tolérance, bien, ça crée quand même une incertitude pour ces gens-là parce qu'ils ne savent jamais sur quel pied danser, ils ne savent jamais quand est-ce qu'ils vont être démantelés, ils ne savent jamais quand est-ce qu'ils vont déranger, en fait. Donc, il y a une incohérence dans les pratiques, ce qui fait en sorte justement que cette instabilité-là va créer un statut beaucoup plus précaire, puis ça va quand même affecter leur état psychologique parce qu'ils sont toujours dans l'incertitude de savoir qu'est-ce qui l'attend dans leur quotidien. Et ils vont devoir aussi s'installer de façon à non pas choisir le lieu où ils ont besoin de s'installer, mais selon les possibilités limitées, pour justement pas déranger. Et donc, quand on rentre dans l'intolérance, ben, l'intolérance, ça va créer de l'instabilité constante, ça va leur amener à avoir des choix très limités pour s'installer dans l'espace public. Et donc, c'est une réponse beaucoup aux tensions sociales et aux écarts de normes sociales, comme que Michel l'a bien nommé. Il n'y a personne qui souhaite voir des gens dormir. En ce moment, il y en a qui dorment dans les campements. Donc, c'est sûr que c'est un écart de normes sociales et les gens vont être aussi la cible de jugements ou de préjugés parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension face à cette crise sociale actuellement. Et donc, les gens qui habitent les campements vont aussi vivre de l'incivilité de la part de la communauté, ce qu'on nomme presque jamais. Et donc, il va y avoir de multiples approches répressives pour justement contrôler leur présence dans l'espace public. Quand je parle d'approche répressive, ça peut être de barricader une bouche d'air chaud ou la fermer. Ça peut être aussi faire vivre de l'intimidation, les déplacer dans des heures très difficiles aussi. Donc, ça va venir affecter leur état vraiment physique, mais aussi psychologique, parce qu'ils ont le désir constant d'exister, mais ils sont en constante négociation entre le désir d'habiter et la réponse répressive. J'aurais tellement à vous dire. Donc, en gros, en fait, cette diapo-là, c'est vraiment que plus qu'on restreint, plus qu'on est dans la répression, plus qu'on restreint leur vie sociale, leur possibilité de s'épanouir aussi, puis se déposer dans un environnement dit sécuritaire. Bien sûr que la rue n'est pas sécuritaire, mais
quand ils choisissent, ils ont un sens critique, hein, ils sont capables de auto-organiser leur choix aussi, puis leur vie, mais c'est de s'intéresser derrière la personne, pourquoi que les gens s'installent sur ce coin de rue-là, ou dans ce parc-là, ou dans ce boisé-là. Il y a tout le temps une raison pourquoi les gens habitent. Donc, les conséquences en lien avec les actions répressives font en sorte que ça les limite, ça augmente leur niveau de détresse parce qu'ils sont tout le temps déplacés dans l'urgence, ou souvent, en tout cas de plus en plus, il y a des pratiques quand même intéressantes là, qui se mettent en place, mais de façon générale, c'est encore vu que les gens sont déplacés dans l'urgence, donc ils ont une perte d'effet personnel, non pas parce qu'on les jette nécessairement, oui, mais aussi parce qu'ils doivent les laisser derrière, parce qu'ils n'ont pas les capacités de pouvoir justement les traîner. Donc, il y a une réduction des capacités d'organisation et ça les empêche justement de s'investir dans leur démarche, mais aussi ça les déracine de leur communauté et ça l'entraîne des pertes de repères importants qui va justement causer des dommages importants, mais aussi augmenter les tensions dans la communauté. Ça, c'est un aspect que je voulais vraiment vous soulever. Et donc, il me reste encore du temps? Non, j'ai dépassé. OK, je termine d'abord. Il n'y a personne qui me l'a dit? Ah, tu me laisses aller? OK, c'est bon. Alors, bon, je voulais juste conclure de dire, en fait, les gens qui habitent la rue, ils ont des besoins. Puis, souvent, l'itinérance est vue comme une incivilité dérangeante, incompatible avec nos normes sociales, mais dans les faits, c'est une violation des droits parce qu'on les invisibilise, puis on les prive justement de prendre part à une vie sociale, d'avoir une meilleure réponse justement à leurs besoins fondamentaux. Je parle fondamental, je parle pas plus que ça, je parle vraiment fondamental. Puis ça permettrait justement d'avoir une meilleure coexistence avec eux, diminuer leur détresse, qui fait en sorte que, sérieusement, moi, j'ai tous mes besoins répondus. Puis des fois, le matin, là, j'aurais vraiment envie là, de pogner les nerfs, ou j'ai pogne les nerfs, tu sais. Mais imaginez-vous, là, vous, chacun d'entre vous, un matin que vous avez vraiment pas eu aucune réponse à vos besoins là, dans les 2, 3, même années, c'est sûr que vous allez être en beau... je ne dirais pas. Donc, je vais quand même conclure en disant que je reconnais qu'il y a des efforts qui sont mis, puis continuer à le faire. Puis je sais, juste de vous voir mobiliser comme ça, c'est sûr que c'est important de se remettre en question dans nos systèmes, remettre en question nos mesures d'exclusion si on veut réellement répondre aux besoins des personnes qui habitent la rue. C'est une responsabilité partagée. Portez pas ça seul, ça c'est sûr et certain. Puis, sortez de la boîte, essayez d'imaginer, il faut des logements, mais il faut aussi des alternatives qui vont répondre aux gradations, en fait, d'adaptation d'une personne qui habite la rue vers un logement. Et il ne faut pas cacher l'itinérance, mais plutôt inclure les personnes dans la réponse. On ne le dira jamais assez, mais c'est eux qui le savent exactement. Puis, s'il y a une personne qui comprend bien comment naviguer les systèmes puis de voir toutes les barrières, c'est bien eux. Donc, tendons-leur la main puis incluons ces gens-là de façon à ce qu'ils soient engagés significativement. Puis, je tenais à souligner, en solidarité avec les pères qui sont ici, moi, il y a 35 ans, je dormais en dessous des ponts ici à Granby. Donc, c'est tout un moment inoubliable pour moi de présenter avec vous. Je suis chercheur postdoctoral aujourd'hui, mais j'étais quand même en itinérance jeunesse ici à Granby. Voilà.